Mais qu'en est-il pour le SARS-CoV 2019? Là aussi, plusieurs hypothèses ont été émises. Un article publié le 23 janvier 2020 a accusé le serpent comme étant le réservoir potentiel du coronavirus qui a donné l'épidémie de Wuhan. Et ceci est dû à une grande similitude antigénique entre le corona hébergé par le virus et celui retrouvé chez les patients. Mais cette théorie a été vite remise en cause par d'autres recherches. J'ai trouvé cet article publié le 26 janvier 2020 qui, lui, donc, suggère que le nouveau coronavirus 2019 est issu au fait d'une recombinaison entre deux coronas, dont un spécifique des chauves-souris. Il y avait une grande similitude entre le virus retrouvé et celui des chauves-souris. Probablement, et il était très proche en plus du SARS-CoV de 2002. C'est pour ça qu'il a été baptisé d'ailleurs SARS-CoV 2019, à cause de cette similitude avec son prédécesseur. Donc la théorie de réservoir primaire comme étant la chauve-souris est actuellement admise. Mais par contre, quel est le réservoir intermédiaire? Quel est l'hôte intermédiaire responsable du franchissement d'espèces? Donc il y a une base de données, en fait, les Chinois ont bien appris la leçon de 2002. Ils ont donc une base de données avec la carte génétique et phylogénétique de tous les coronavirus. Ils ont introduit la souche actuelle, la souche responsable actuelle de cette épidémie. Donc ils ont retrouvé une grande similitude de ce coronavirus avec celui hébergé par le pangolin. Le pangolin, c'est un petit mammifère dont les Chinois raffolent de la chair, qui est doué de pouvoirs aphrodisiaques, mais pas que. Et donc ses écailles et ses os aussi sont prisés pour dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, alors les chercheurs ont publié un article où ils avaient dit qu'il y avait une similitude à près de 99% entre le corona hébergé par le pangolin et celui donc retrouvé chez les patients. Mais cette théorie aussi a été vite remise en cause. Dans un article publié dans Lancet, ils ont dit qu'il y avait au fait que les chercheurs se sont prononcés trop vite et que cette similitude de 99% était exagérée et en fait il n'y avait qu'une similitude que de 20 à 91%. Donc le pangolin, donc la théorie du pangolin, donc commence aussi à être mise à l'écart. Donc le mystère donc de ces origines animales demeure à l'état actuel des choses, donc inconnu. Maintenant, on a vu la chronologie de la transmission à partir du réservoir primaire, réservoir secondaire, ensuite l'homme. Mais comment ça se fait la transmission d'homme à homme? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission d'homme à homme se fait essentiellement par les gouttelettes. Je m'explique. Dans la transmission respiratoire, il y a la transmission aérienne par aérosol, qui sont donc des particules microscopiques suspendues en l'air et qui peuvent être transmises sur des mètres. Et il y a la contamination gouttelette. Par contre, dans la contamination gouttelette, la gouttelette est plus lourde que l'aérosol. Donc c'est ce mode de contamination qui est incriminé dans l'épidémie du SARS-CoV 2019, c'est-à-dire que la transmission est exclusivement gouttelette lors d'éternuement, lors de tout. C'est pour ça que quand on parle de prévention, on dit aux gens donc il faut maintenir un espace d'1 mètre parce que les gouttelettes ne peuvent, quand elles sont lourdes, ne peuvent pas donc aller au-delà de 1 mètre. Et quelques recherches disent par précaution 2 mètres. Mais donc la transmission par gouttelette n'est pas le seul mode de contamination. Donc la contamination se fait aussi par les mains souillées, lorsque celles-ci donc contiennent le virus suite à un éternuement, suite à une toux, et quand ces mains sont portées donc aux yeux, aux muqueuses, que ce soit oculaire, nasale ou buccale. Ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le net, quant à la survie de ce virus sur les surfaces inertes et les surfaces humides, etc. Plusieurs donc recherches ont été faites dans ce sens. Au départ, ils disaient que le virus pouvait survivre jusqu'à 4 heures sur les surfaces inertes sèches et jusqu'à 6 jours sur les surfaces inertes humides. Celle-ci est une publication
qui a été faite le 13 mars 2020. Ce sont des chercheurs qui se sont donc penchés sur la question pour savoir la durée de survie de ce virus sur les différentes surfaces. Donc, ils ont conclu à ceci. Donc, il peut survivre jusqu'à 3 heures dans l'air, 4 heures sur une surface cuivrée, 24 heures sur du carton, et jusqu'à 3 jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable. Donc, mais ces recherches-là restent aussi à prouver. Elles doivent être soutenues par d'autres recherches. Donc, il y a toujours beaucoup d'informations qui circulent sur le net aussi, sur la possibilité de transmission par le sujet asymptomatique. Est-ce que réellement la transmission peut se faire par le sujet asymptomatique? Là aussi, plusieurs recherches ont été faites, dont celle qui a été effectuée en Chine. C'est un article qui a été publié où une jeune femme issue de Wuhan, qui est allée rendre visite à une famille à elle dans un autre département et qui était donc asymptomatique, qui a été dépistée négative. Elle a séjourné chez cette famille. À son départ, les membres de la famille qu'elle a visité ont développé la symptomatologie. Ils ont été testés positifs au SARS-CoV 2019 et le seul lien qu'il y avait à l'époque avec l'épidémie de Wuhan, c'est cette jeune femme qui est venue leur rendre visite. Elle a été retestée par la suite et donc elle a été testée positive et elle est restée totalement asymptomatique. C'est là que la théorie de porteurs sains asymptomatiques donc a vu le jour. Il y a aussi donc un autre article qui a été publié dans le New England of Medicine, dans le NEJM. Donc celle-ci, c'est une étude qui a porté sur 92 patients qui ont pris un avion de Wuhan, qui se sont rendus à Singapour. Tous ces patients ont subi un examen donc médical, notamment la prise de température avant qu'ils ne prennent l'avion. Donc 2 étaient fébriles, donc ils ont été exclus. Les autres ont pris leur avion avec les mesures de prévention, port de masque, etc. À leur arrivée, ils ont été mis en quarantaine à Singapour. Donc tous n'ont pas présenté de symptômes, mais certains d'entre eux ont présenté des symptômes, ont été positifs, mais d'autres, 2 d'entre eux n'ont pas présenté de symptômes et pourtant, lors de dépistage systématique, lors de leur mise en confinement, ils ont été diagnostiqués positifs. Donc la réalité de porteurs symptomatiques, elle est là, elle est réelle, elle est vraie. Mais cependant, l'OMS rassure donc, en disant que le risque d'être contaminé au contact de personnes qui ne présentent aucun symptôme est très faible. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait transmission, il faut que le sujet porteur du virus puisse le transmettre. Et comment est-ce qu'il peut le transmettre? Via les éternuements et la toux. Dès lors qu'il est asymptomatique, donc la possibilité de transmettre est vraiment infime et c'est pas elle donc qui vient en chef de file dans la transmission de la maladie. Mais qu'en est-il en Algérie? Donc au jour d'aujourd'hui, l'Algérie compte 54 cas. Ça, c'est une diapo que j'ai prise hier soir. Mais aujourd'hui, à 8 h du matin, le ministre de la Santé a déclaré 54 cas avec 5 décès, malheureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 54 cas, 38 sont localisés à Blida. Ce sont tous des cas importé, c'est-à-dire, je m'explique, le premier cas, comme vous le savez tous, c'est un immigré, donc c'est un cas importé. Ensuite, c'est les cas contacts, c'est les cas contacts des contacts, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à 38 cas. Ensuite, vous avez des cas un peu dispersés sur le territoire national, notamment Tizi Ouzou, Alger, Sougaras, Tlemcen, Mascara, mais ça reste tous des cas importés. Et au jour d'aujourd'hui, dans la wilaya de Béjaïa, on ne compte aucun cas confirmé à l'heure actuelle. Mais est-ce que l'Algérie a préparé un plan de riposte pour une éventuelle épidémie? Dès la déclaration du premier cas, donc le 17 février, le Premier ministre a instruit toutes les parties concernées pour prendre les mesures nécessaires. Parmi ces mesures, un numéro vert, donc le 3030, a été mis en place au niveau du ministère de la Santé. Nous, dans la wilaya de Béjaïa, on a également mis un numéro vert
à la disposition de la population. C'est le 034 11 13 36. Donc un médecin va prendre les appels de 8h à 16h avec une cellule d'écoute, des psychologues qui ont été mis sur place pour essayer d'orienter et d'apaiser un petit peu la panique et la psychose qui commence à être palpable. Mais l'Algérie, quand elle a pris ses dispositions aussi, elle a mis en place un certain nombre de notes et de circulaires ministérielles qui sont régulièrement mises à jour. La dernière note, c'est la note numéro 5, elle date du 27 février 2020. Donc elle fait état des lieux de l'épidémie mondiale, mais aussi la réactualisation des définitions des cas suspects et des cas confirmés. Donc la dernière note fait état des définitions suivantes. Qu'est-ce que le cas suspect? Le cas suspect est défini comme suit. C'est toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë, basse, quelle que soit sa gravité, avec une fièvre, une sensation de fièvre, sans autre étiologie identifiée pouvant expliquer pleinement la symptomatologie. Donc c'est toute infection respiratoire fébrile. Et à ce critère clinique s'ajoutent des critères épidémiologiques, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en période hivernale et que donc la grippe civile et pneumopathie aussi, mais il faut savoir faire la part des choses. Et comment faire la part des choses? Donc il faut qu'il y ait le critère épidémiologique associé. Ce critère épidémiologique, c'est quoi? C'est une personne qui présente une infection respiratoire fébrile et ayant voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active, c'est-à-dire là où il y a une grande épidémie. Donc, les régions de transmission active ont été définies par le ministère de la Santé comme étant la Chine, la Corée du Sud, Singapour, Japon, Iran, Italie, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à ajouter les derniers pays d'Europe, à savoir donc l'Allemagne, la France, etc. Vu que nous, c'est surtout donc la France. Les cas qu'on a actuellement, c'est des cas importés de France. Donc, c'est des sujets qui ont séjourné dans les régions, dans la transmission d'enquête active, dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques. Un sujet qui se présente un mois après le retour d'une zone connue comme étant active et qui commence à faire de la fièvre avec des symptomatologies respiratoires ne peut répondre à la définition de cas suspect. Ou bien toute personne qui présente une infection respiratoire basse, qui n'a pas été à l'étranger, mais qui a été en contact avec un cas confirmé de SARS-CoV 2019. Donc, mais qu'est-ce que contact? Comment définit-on le cas contact? Donc, un contact étroit est défini comme étant donc, un contact avec une personne de plus de 15 minutes et de moins de 2 mètres. Ou bien le fait d'habiter sur le même toit, ou bien les soins apportés au malade, un patient qui va consulter un médecin dans son cabinet privé, le médecin qui prend le temps d'ausculter le malade, de faire un interrogatoire, qui prend le temps, donc c'est un cas contact, c'est un contact étroit, il restera suspect. Et on nous pose souvent la question par rapport au transport et par rapport au voyage. Est-ce que le fait d'avoir voyagé dans un avion avec une personne qui a été confirmée ultérieurement positive est un sujet contact? Donc sur ce sujet, voilà la définition. Le fait d'avoir voyagé dans un avion est considéré comme étant contact étroit. Les personnes assises dans la même rangée que le cas confirmé, les personnes assises 2 rangées précédentes et 2 rangées donc derrière le contact confirmé, mais aussi tous les membres d'équipage ou bien un passager donc qui s'est déplacé, donc qui est venu avoir une conversation de plus de 15 minutes avec le cas confirmé. Mais quels sont les symptômes du coronavirus 2019? Donc, en fait, ça peut aller d'un simple rhume, d'une simple grippe à une détresse respiratoire. Donc, récemment, il y a un article qui est paru dans une recherche, suite à une recherche de chercheurs américains, donc, qui ont publié donc, un article où ils ont retrouvé chez des personnes confirmées positives au coronavirus comme seul symptôme conjonctivite.
Donc c'est pour dire le grand polymorphisme clinique de cette maladie. Le Haut Conseil de santé publique en France a émis un avis provisoire quant aux recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge du Covid chez les patients à risque. C'est-à-dire, quels sont les patients à risque de développer une forme sévère. Donc, ce sont ces catégories-là. Ce sont les personnes âgées de plus de 70 ans, ce sont les patients aux antécédents cardiovasculaires, à savoir hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral ou coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque, stade Bilia 3 ou 4. Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie, les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale et les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée et les malades atteints de cancer sous traitement. C'est ces catégories-là donc de patients qui sont susceptibles de présenter les formes graves, sévères, parfois létales. Maintenant, nous, sur le plan local, dans la wilaya de Béjaïa, donc, quelles sont les actions qui ont été entreprises pour participer à la sensibilisation, à la prévention et à la préparation d'un plan de riposte? Donc, nous, on s'est axé sur la prévention. Donc, la prévention, elle commence en milieu du travail et dans la population générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque est limité, puisque seul le contact étroit avec les personnes présentant les symptômes pourrait contaminer. Comme je vous l'avais dit, il faut qu'il y ait un contact de moins de 1 voire 2 mètres avec un patient symptomatique qui éternue, donc qui tousse, pour qu'il y ait contamination, et prolongé plus de 15 mètres. Donc le fait d'avoir un bureau à l'autre bout du couloir avec un confrère qui est confirmé positif ne veut pas dire forcément que vous êtes sujet contact. Et comme pour toute maladie infectieuse, bien évidemment, donc la prévention est axée sur le lavage des mains, chose qu'on ne cesse de répéter et d'apprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de transmission via les objets. Plusieurs recherches ont été faites aussi dans ce sens. Le fait de toucher des billets d'argent, des colis, etc., n'est pas un mode de contamination qui est aujourd'hui validé. Il faut savoir aussi que le port de masque n'est pas nécessaire, parce qu'on entend aussi que les personnes se ruent vers les pharmacies pour se munir de masques chirurgicaux. Il faut savoir que le masque chirurgical est destiné aux sujets qui présentent les symptômes, justement pour que lorsqu'il éternue ou lorsqu'il tousse, il n'émette pas les gouttelettes et ainsi protéger l'entourage. Donc le masque chirurgical, c'est pour les personnes qui sont malades et symptomatiques. Donc la prévention s'axe en fait sur 3 choses qui sont primordiales. C'est le lavage fréquent des mains, se couvrir la bouche et le nez, jeter les mouchoirs dans la poubelle et éviter les contacts proches. C'est pour ça que le ministère, le président de la République, donc, a institué la fermeture des écoles, chose donc qui est bien. Aussi éviter au maximum les grandes rencontres, notamment donc les réunions où il y a plusieurs personnes. Quand on peut utiliser les visioconférences, c'est encore mieux. Le télétravail, quand on peut travailler à distance par Internet, c'est encore mieux. Éviter les rassemblements, etc. Donc le lavage des mains, chose qui est primordiale, elle se fait donc en 8 étapes. La wilaya, le CHU et la faculté de médecine participent activement à ce mouvement de prévention via des affichages qui sont faits pour le grand public. Mais ce lavage des mains, il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait une épidémie, une psychose, une panique dans la population pour commencer à instruire les gens pour le lavage des mains. C'est une chose qui doit être apprise dès le jeune âge. Dernièrement, on a fait une rencontre avec les médecins de la prévention, les médecins des UDS, c'est-à-dire les médecins responsables de l'hygiène scolaire. Tout le monde a été instruit pour introduire cette habitude de lavage des mains
dans les écoles, chose qui est faite. Ils commencent à faire des affichages dans les écoles. Ces affichages, sur le net, vous allez trouver des choses très, très ludiques pour apprendre aux enfants à se laver les mains. Mais aussi la prévention, c'est le conseil aux voyageurs. Cette affiche, vous allez la retrouver sur le site du ministère de la Santé, où des conseils sont prodigués aux voyageurs, où ils insistent également sur l'importance du lavage fréquent des mains, consulter en cas de fièvre ou faire appel à un médecin, l'utilisation de mouchoirs, éternuer dans son coude, etc. Mais le rôle de la prévention, ce n'est pas que le médecin hospitalier, c'est le rôle de tout le monde. Le pharmacien aussi, on l'oublie souvent, mais le pharmacien aussi, c'est lui qui est peut-être au devant de la scène. Ils reçoivent les patients tous les jours. L'automédication est fréquente chez nous, donc dès lors que quelqu'un présente une fièvre, commence à tousser, commence à éternuer, il va voir son pharmacien, il va lui demander, donnez-moi quelque chose pour la fièvre, de Doliprane, etc. Donc le rôle du pharmacien est primordial. De par le monde, les syndicats des pharmaciens libéraux ont commencé à s'activer dans ce sens et assument pleinement leur rôle de prévention. Au Sénégal, par contre, dès qu'ils ont commencé à avoir de cas, les pharmaciens se sont activés pour justement donc accomplir leur rôle de prévention et d'instruire la population. Chose qui est faite aussi en France via les vidéoconférences. Il y a des sites web carrément qui sont dédiés aux pharmaciens pour répondre à leurs craintes, à certaines inquiétudes, à certaines conduites à tenir vis-à-vis des patients. L'Ordre national des pharmaciens en France a carrément reçu des recommandations. Ils sont en train de se préparer. Ils se sont préparés d'ailleurs. Donc l'épidémie, elle est réelle chez eux, mais ils ont commencé à se préparer. Donc ils ont des instructions, par exemple, pour produire eux-mêmes le gel hydroalcoolique, parce qu'ils parlent de pénurie, donc chose à laquelle le ministère de la Santé en Algérie pense aussi, donc la production locale de gel hydroalcoolique. On a fait une réunion dernièrement avec l'Ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens, en présence de tous les pharmaciens de la wilaya des Béjaïa. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils commencent eux aussi à s'activer. Ils prennent la chose très au sérieux, ils sont très impliqués. Donc ils ont proposé vraiment d'aider en cas d'épidémie, de se déplacer eux-mêmes chez les malades confinés chez eux, pour qu'il n'y ait pas une circulation de malades symptomatiques dans la population. Donc il y a vraiment un travail sur le terrain qui est fait. Maintenant, quand on parle, c'est vrai, d'épidémie du corona, les gens donc, sont axés sur l'hôpital, prise en charge hospitalière, les EPSP, etc. C'est complètement faux. Donc s'il y a une épidémie, les structures hospitalières, les EPSP ne pourront plus répondre à la demande. C'est pour ça que certains pays donc, ont mis en place un autre dispositif, c'est celle d'inclure les médecins de ville. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins de ville ont un rôle primordial. Donc, beaucoup de patients consultent chez le médecin généraliste avant d'être adressés à l'hôpital. Donc là aussi, plusieurs pays se sont organisés. Vous avez l'exemple de Genève, donc, qui a instruit tous les médecins libéraux pour la prise en charge des cas symptomatiques non graves ne relevant pas d'une hospitalisation. Il y a l'ordre donc des médecins généralistes en France aussi, donc qui s'est organisé, qui a organisé plusieurs conférences, des visioconférences. Il commence à s'organiser sur le terrain du comment, du suivi du patient. Faut-il se déplacer chez lui, recevoir un appel téléphonique d'un patient? Est-ce qu'il faut répondre, se déplacer? Quelle est la prise en charge? Le suivi des patients aussi après hospitalisation pour essayer de désengorger les hôpitaux se fait dans les cabinets des médecins généralistes en ville. C'est dire le rôle important de ces praticiens. Donc, il y a un autre moyen de prévention dont on ne parle pas souvent, mais qui est un moyen donc efficace et qui a fait l'objet de plusieurs recherches et de plusieurs publications.
c'est le confinement. Donc cet article parle tout simplement de la faisabilité du contrôle de l'épidémie du Covid-10 grâce à l'isolement et au confinement des patients contacts. Au fait, cette étude qui a été donc publiée a mis clairement en évidence l'efficacité du confinement des cas contacts dans la limitation de la propagation de l'épidémie, chose qui est indéniable. Mais le confinement, il faut savoir que le confinement, c'est pas ça. C'est pas rester chez soi, sous une tente, etc. Le confinement, c'est adresser le patient chez lui, à domicile, en lui donnant un dépliant. Dans ce dépliant, on lui explique qu'est-ce que l'isolement. L'isolement, c'est rester chez soi, certes. De se munir d'un masque lorsqu'il fréquente les parties communes de la maison, la cuisine, le salon, etc. Mais sinon, l'idéal, c'est de le sensibiliser pour qu'il reste dans une chambre tout seul, de prendre ses repas tout seul, de se laver fréquemment les mains. Et je finirai par ceci. Donc c'est un article paru dans le Lancet qui dit combattre la panique par l'information. Donc l'information, elle est vraiment essentielle. D'ailleurs, le directeur général de l'OMS a dit dans cet article, nous ne sommes pas en train de combattre l'épidémie, mais nous sommes en train de combattre l'infodémie. Donc il y a de fausses idées reçues, il y a beaucoup d'idées fausses, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de psychose, il y a beaucoup de panique par rapport à ce coronavirus. Donc le rôle de chacun d'entre nous, c'est de corriger ces idées reçues, de prévenir l'extension de cette épidémie. La prévention est toute simple, c'est des gestes quotidiens qui doivent être intégrés en chacun d'entre nous. On ne cessera jamais de répéter le lavage fréquent des mains. Et je vous remercie.